Le débat de ce Smart Impact, et je vous présente mes invités. Arnaud Ponce, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur général de Digital New Deal. À vos côtés, Clément Jeannot, bonjour, bienvenue à vous aussi. Directeur éditorial de la Climate School et auteur de la newsletter Nourriture terrestre. Un peu de présentation, on pose le décor pour démarrer. Digital New Deal, c'est un cercle de réflexion, un think tank. On peut même aller jusqu'à un do tank. C'est quoi votre activité ? Digital New Deal est un think et do tank qui en fait milite pour ce qu'on appelle un Internet des Lumières européen humaniste, c'est-à-dire en creux alternatif au modèle américain et chinois. Donc on publie et on participe au débat sur les enjeux de souveraineté numérique. Ouais. Et vous accompagnez des entreprises, quand on dit do tank, ça veut dire on propose des solutions, c'est ça ? Alors l'activité de think tank accompagne plutôt le secteur public, politique, sur la publication de lois et la réflexion sur ces enjeux de régulation. Et puis le do tank est plus sur les enjeux de coopération économique pour la réalisation des opportunités que font naître la régulation. Le Climate School, c'est quoi, Clément Jeannot, expliquez-moi. Alors c'est une formation qu'on essaye d'être de référence sur les enjeux environnementaux et sur la transition durable des entreprises. Donc c'est une formation qui est en ligne, qui est accessible dans une dizaine de langues. Et l'ambition, c'est de pouvoir aider les entreprises à former et engager leurs salariés dans la transition de leur entreprise. Donc tous les métiers, on fait des cours sur l'IT, la RH, les achats, etc. Et donc voilà, on a cette ambition de pouvoir former massivement avec un outil qui est en ligne, digital. Et donc cette newsletter, Nourriture terrestre, on y trouve quoi ? On y trouve des analyses et des articles sur les nombreux sujets qui ont trait à l'écologie, aussi bien économique, technologique, parfois même un peu de philosophique. Il faut pouvoir, à mon avis, les traiter de façon un peu interdisciplinaire et les rendre passionnants, parce qu'ils sont passionnants. Donc faire comprendre un peu en quoi ils sont intéressants. Oui, et évidemment, proposer du contenu vérifié et sérieux, c'est aussi un moyen de lutter contre cette désinformation dont on va parler. Est-ce que vous avez en tête des exemples d'infox ou de fake news qui marchent particulièrement ? Je ne sais pas lequel de vous veut répondre, Clément Jeannot. Alors, les grands sujets, en France, c'est beaucoup le fameux débat nucléaire renouvelable, qui est un peu terrible parce qu'il a tendance à phagocyter tout le débat public sur l'écologie. On l'a encore vu dans la présidentielle. Dès qu'on a une question sur l'écologie, ça va être ramené à l'énergie. Et cette question est souvent sur le nucléaire. Et en fait, c'est un sujet qui est extrêmement polémique. Et on voit sur les réseaux sociaux des fake news de toutes parts. Des anti et des pro-nucléaires. Et voilà, je pense que c'est assez délétère pour les débats publics. Ouais. Ces fake news, elles sont importantes en nombre. Qu'est-ce que ça représente ? Et puis peut-être aussi quelles conséquences ça a ? En fait, les spécialistes ils distinguent deux choses. Ce qu'on appelle la désinformation et la mésinformation, c'est-à-dire la différence, c'est que ce n'est pas intentionnel. Et moi, ce que je constate sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont fausses, mais de façon non intentionnelle. Et là, oui, il y en a beaucoup. Et aussi, alors il y a différentes raisons, mais notamment parce que dans certains cas, la ligne n'est pas très claire entre la vérité et puis ce qui peut relever d'opinion ou ce qui peut relever de choses qui sont encore floues. Un très bon exemple, c'est l'impact du digital, l'impact environnemental du digital. Là-dessus, on a entendu beaucoup de choses sur l'impact de l'email, notamment. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fake news ou pas ? Pas vraiment. Et en même temps, à force d'en parler, à force d'en faire un sujet prioritaire, on n'est pas loin d'une fake news, parce qu'en réalité, il y a un chercheur qui a montré, du CNRS, qui a montré que si on passe du temps à supprimer des emails de sa boîte mail, ça peut consommer autant, voire plus de CO2 que le fait de les avoir supprimés. Bon. Donc, fake news ou pas, en tout cas, c'est intéressant de creuser, d'être informé. Et moi, je me pose toujours la question, quand je tombe sur un contenu climato-sceptique, c'est qui y a derrière ? Est-ce que c'est un business ? Parce que si c'est là, c'est que ça rapporte. Comment vous l'analysez, ça ? Alors, c'est une minorité. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire que, comme l'a dit Clément, c'est difficile de définir ce qui est interdit de dire ou de ne pas dire. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi comme sur la haine ou le négationnisme, où si on dit un propos climato-sceptique, on peut être condamné. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc ça laisse un champ, un espace pour les activistes sur Internet. Parce que sur Internet, il y a souvent un phénomène, c'est que c'est une minorité qui occupe l'espace. Donc, on prend des informateurs sur le climat. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils vont occuper l'espace. Ils ont vraiment une approche militante. Nous, qu'on va poster quelque chose de vrai, on poste et puis on passe à autre chose. Eux, ils ont une approche vraiment
de prosélytisme, c'est de dire voilà, cette fausse information, je veux qu'elle soit partagée le plus possible. Donc, ils vont jouer avec l'effet de communauté. Ils ont leur propre réseau, leur communauté. Donc, quand ils publient, il y a automatiquement X centaines, milliers de personnes qui vont le relayer. Donc, avec des robots, parfois, qui participent à... Ils peuvent avoir des robots, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'ils sont déjà un nombre suffisamment significatif pour avoir un effet d'amorce dans la viralité. Et c'est là où les robots, mais des plateformes, prennent le relais. C'est-à-dire que dès qu'il y a une amorce de viralité, l'algorithme des réseaux sociaux, Facebook, etc., eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre de l'espace publicitaire. C'est quand même ça leur modèle. Donc, plus il y a de la viralité, plus il y a de l'impression, et donc plus ils peuvent se vendre de la publicité. Donc eux, leur algorithme, qui est opaque, on ne sait pas exactement comment ça se passe dedans, mais on sait que l'objectif principal de cet algorithme, c'est de vendre un maximum de publicité, et donc de repérer le biais de la viralité pour la booster, l'augmenter et s'assurer de vendre un maximum de pubs. Donc, c'est ça les deux étapes, en fait. Et donc là, on tombe sur la question de la responsabilité des plateformes, des GAFAM. Est-ce qu'on a une idée du budget modération des contenus? Évidemment, ça ne concerne pas que les fake news sur le climat ou la biodiversité, et sur ce qu'ils font ou pas. Ce n'est pas tant les chiffres qu'ils donnent qui comptent, parce qu'ils peuvent nous impressionner avec quelques chiffres par-ci par-là. C'est surtout derrière, on n'arrive pas à tracer véritablement les moyens. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous leur demandez des choses simples, qui est en France, à Facebook, combien y a-t-il de modérateurs en langue française? Ils ne vous répondent pas. Donc à partir de là, ils peuvent annoncer des chiffres. Après, ils annoncent des comités éthiques. C'est facile, les comités éthiques, parce que la subjectivité de la morale est toujours plus accommodante que l'objectivité du droit. Donc ils mettent en place des comités éthiques. Ah bah super, donc ça veut dire qu'ils le gèrent. Donc non, il faut évidemment qu'il y ait une surveillance par des tiers qui véritablement peuvent rendre des comptes sur leur algorithme. Clément Janot, est-ce qu'il y a des plateformes un peu plus vertueuses, je mets des guillemets, que les autres en la matière de lutte contre la désinformation climat? Alors, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques temps, fait par Greenpeace USA, Havas et les Amis de la Terre, qui a essayé de classer les différentes plateformes. Je ne pense pas qu'il y en ait certaines qui se distinguent de façon extrêmement positive. Je crois que toutes les plateformes, même si c'est à des degrés divers, ont des efforts à faire en la matière. Moi, il y a deux réflexions qui me semblent importantes de dire. La première, c'est qu'il y a souvent un grand oublié dans ce débat, c'est YouTube. C'est-à-dire qu'on se concentre sur Facebook et Twitter, beaucoup, sauf qu'on oublie qu'en fait, en réalité, une partie importante des fake news, mais avec des mécanismes de viralité qui sont extrêmement différents, sont en vidéo et sont sur YouTube, et ils vont être ensuite partagés d'ailleurs sur d'autres réseaux sociaux, parce qu'on sait que le format vidéo est un format qui se partage et est extrêmement vu. Donc, n'oublions pas cette plateforme et les autres plateformes de vidéo, bien sûr, dont les logiques n'ont pas grand-chose à voir. C'est pas un retweet, là, c'est plutôt agir sur, évidemment, au niveau de la plateforme, et puis après, dans les commentaires, il y a des choses à faire. Deuxième remarque, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de contenus qui sont partagés qui viennent d'ailleurs, des articles de presse ou des extraits vidéo comme cette émission qu'on est en train de faire. Et là, on se rend compte que l'enjeu, il n'est pas uniquement technologique. Il s'agit aussi d'agir sur le reste. La semaine dernière, il y a eu une passe d'armes, par exemple, entre le journal Le Monde et Le Point, sur des fake news liées à l'environnement. Est-ce que l'impact des pesticides dans l'alimentation, quel impact sur la santé? Est-ce que, en fait, les fruits et légumes, il faudrait pas mieux d'arrêter de manger certains fruits et légumes qui ont des pesticides? Et là, on voit que ces deux journaux qui sont réputés, qui sont historiques, qui, en fait, ont été jusqu'à... c'était assez violent. Et Le Monde a carrément fait un article entier pour répondre aux accusations et pour faire un long décryptage pour se défendre. Et je pense que cet exemple il est intéressant parce que ensuite, ce genre d'informations, quand un journal comme Le Point va les diffuser ou d'autres, vont être ensuite reprises et ça les rend légitimes sur les réseaux sociaux. Autre exemple, la semaine dernière, des membres de LREM ont partagé ce qui s'appelle une fake news sur le fait que l'Allemagne aurait vu ses émissions de CO2 exploser après être sortie du nucléaire. Donc ça, cette information a été partagée par des gens comme Manuel Valls, Aurore Berger, etc., Christophe Castaner, et elle est fausse. Donc là, on voit qu'en fait, il ne s'agit pas de pointer du doigt ici certains plutôt que d'autres, parce que dans tous les camps, je vois des fake news sur le climat. Le problème, c'est que en fait, c'est plus fin que les méchants qui désinforment et les gentils vérificateurs. Il y a aussi, de façon non intentionnelle, des informations qui sont fausses, et comme elles sont vues comme légitimes,
par des gens connus, ça va être plus partagé. Arnaud Ponce, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'il faut une loi inspirée finalement de celle sur le négationnisme, par exemple ? Même si c'est difficile, de faire la loi à canaliser. Il y a eu des démarrages avec la loi Avia notamment. Donc c'est ce qui est en train de se dessiner, mais c'est très compliqué. Donc ça ne va pas tout solutionner. Que je pense qu'il faut ce cadre-là, il faut que ce cadre soit de plus en plus serré, entre guillemets, mais ça ne sera pas la solution miracle. Je pense qu'il faut davantage réguler sur les algorithmes, c'est-à-dire pousser à la transparence de ces algorithmes, comme une boîte noire sur un avion. On sait précisément exactement quand il y a un accident ce qui s'est passé. Aujourd'hui, s'il y a un accident, quand je rentre en accident, ça peut être des choses très graves. Pensons à Samuel Paty. Quand on demande à ces plateformes de rendre des comptes, eh bien, on n'a pas la possibilité de comprendre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle explicable. C'est un modèle qui est très européen et évidemment moins américain, parce qu'ils n'aiment pas trop quand on regarde en détail ce qui se passe dans leur algorithme. Et puis, aller jusqu'à... Imaginez, vous connaissez la loi Sapin dans la publicité. Dans les années 90, on a séparé les activités de publicité, les activités donc, de création de contenu et les activités d'agence média, donc achat d'espace. Eh bien, on pourrait imaginer la même chose sur les réseaux sociaux. Dans social media, il y a social et média. C'est-à-dire que la dimension sociale, c'est à part, la création de contenu, le partage de ces contenus. Et la dimension média, la dimension régie publicitaire, pourrait être séparée pour éviter que justement cet algorithme fasse les deux. Est-ce que c'est forcément une solution internationale? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, on le sait, une loi européenne qui est plutôt plus protectrice. Est-ce qu'on peut imaginer une solution internationale ou est-ce que c'est totalement utopique d'imaginer? Non, c'est pas utopique. RGPD a commencé. C'est-à-dire que c'est un règlement européen qui devient une valeur étalon mondiale, parce qu'à partir du moment où, pour pénétrer le marché européen, il faut correspondre à la réglementation, ça veut dire que les autres marchés sont obligés de s'adapter, et donc de facto ça devient une norme mondiale. Donc prolonger la logique du RGPD, c'est ce qui est en cours avec des règlements aujourd'hui au niveau européen, DSA, DMA, et donc par exemple sur l'IA Act, le prochain règlement sur l'intelligence artificielle, si on pousse le fait qu'il y ait la transparence et l'explicabilité dans l'intelligence artificielle, eh bien, c'est une norme qui pourra devenir mondiale. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.